Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo de présentation du MDF, donc le Master Dev de France édition 2025, que j'ai le plaisir de vous présenter. Moi-même, je suis François Tonic, je suis le rédacteur en chef du magazine Programmé, donc un magazine pour les développeurs et fait par les développeurs, les tech leads et les CTO. Alors, pour présenter l'édition 2025 du MDF, j'ai le plaisir d'accueillir Clément et Théophane. Je vous laisse vous présenter en quelques mots et on entame la discussion tout de suite après. Ouais, bah, je vais commencer. Merci François pour l'introduction. Donc, je suis Clément Hamel, et je suis responsable de la création des challenges du MDF cette année, comme les éditions précédentes, en partenariat avec Isograd, qui est la plateforme qui va accueillir nos exercices. Très bien. Théophane? Et je suis Théophane Vallès. J'ai gagné les 2 éditions précédentes du MDF alors que j'étais étudiant et je suis actuellement un doctorant en intelligence artificielle. Voilà, donc très, très beau poste, hein. Et tu es où sur ton doctorat? Au milieu, Je à la fais un fin? doctorat entre la Sorbonne et Meta. Bon, très, très bien. Donc tu es bien placé pour nous parler de l'IA, qui va être un des thèmes, au cœur du MDF. Alors, est-ce qu'on peut recadrer ou repréciser un petit peu ce qu'est, le Master Dev de France? Donc c'est un concours, c'est une compétition, c'est un petit peu tout ça à la fois? Ouais, absolument. Alors, c'est beaucoup plus vaste même d'ailleurs que simplement, entre guillemets, un concours, même si le challenge de code fait vraiment partie intégrante de tout le dispositif, et un peu le point d'orgue de tout ça. C'est un immense salon qui est réservé aux développeurs, autour du monde du développement. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails du reste du salon, parce que ce n'est pas tout à fait mon expertise. Par contre, sur la partie réellement challenge, qui est vraiment un peu le cœur et on va dire la bannière du MDF, c'est l'organisation d'un challenge entre plusieurs centaines de développeurs. On a allègrement dépassé le millier de développeurs la précédente édition, et je pense que cette année, on repart à peu près sur les mêmes chiffres. C'est un challenge qui se déroule en phase qualificative sur toute la journée, où il y a 6 phases qualificatives, où chaque développeur va participer à une de ces phases-là, qui dure 45 minutes. Et après, si le ou la dev fait partie des meilleurs de sa session de qualification, est invité à participer à la finale, qui est un tout petit peu plus longue, qui dure 1 heure, à peu près sur le même format, mais avec des exercices évidemment un peu plus compliqués, et surtout avec une compétition bien plus féroce, parce que ce sera que les meilleurs qui arriveront à la finale qui décidera du ou de la gagnante de l'édition du MDF, où il y a un très beau chèque à gagner. L'an dernier, c'était 10 000 euros. Je crois que cette année, on repart à peu près sur la même dotation. Donc, c'est des dotations quand même qui sont assez exceptionnelles, mais qui sont en fait tout à fait à la mesure du caractère exceptionnel du challenge. Parce que réellement, c'est des formats c'est un format qui est absolument unique en France, hein, d'avoir autant de développeurs en présentiel, parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais tout le monde est présent dans une salle au même moment. On a l'habitude d'assez gros challenges en ligne, mais là, le caractère en présentiel est tout à fait singulier. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un thème comme les années d'avant ou pas? Alors, nous, on s'amuse beaucoup en tant que créateur de questions à créer des thèmes différents. Chaque session va avoir une thématique donnée. Et ce n'est pas forcément des thématiques très sérieuses ou très professionnelles. Bon, c'est une anecdote qui me fait beaucoup rire, des autres années. Les thématiques, une des thématiques de l'an dernier qu'on avait choisi, c'était les poubelles. Et donc, vraiment, on s'était fixé comme objectif de faire des exercices d'algo intéressants et rigolos sur le thème des poubelles. Mais ça peut être le thème des pizzas, le thème de l'œnologie, comme on verra un tout petit peu plus tard avec l'écran que tu montres. Là, c'est ce que je montrerai un peu plus tard. C'est une présentation du nouveau format. Donc, en réalité, il n'y a pas de thème très fixe. Ça va dépendre de la session de qualification à laquelle les devs vont participer. Pour autant, cette année, et on y viendra juste après, on a réellement changé le format du concours pour intégrer des notions d'IA et d'une manière plus générale, en fait, le MDF, donc pas que le concours, mais le MDF
au global intègre ces notions-là d'IA. Et en fait, c'est le thème du MDF de cette année, de l'IA et du rapport entre l'IA et le développeur et l'humain. D'accord. Alors, Théophane, tu nous as dit que tu avais gagné les 2 dernières éditions. Hem, Comment toi, en qualité de vainqueur, tu peux appréhender ce genre de concours et notamment le Master Def de France? Et quels sont un petit peu les conseils ou les astuces, les tips quoi, en fait, que tu pourrais, donner aux futurs, compétiteurs? Alors, ça risque de changer un peu cette année, parce que Clément, tu m'as dit que le format allait, être un peu différent. Mais, l'une des premières choses qui est évidente, c'est pour un format comme ça, assez court, c'est d'être dans un langage dans lequel vous êtes à l'aise, dans lequel, vous savez programmer rapidement. Tous les langages ne sont pas adaptés, Python l'est, mais quelque chose sur lequel vous pouvez rapidement tester et débugger. Parce que le but, ce sera de mettre en place vos idées rapidement, de voir si elles fonctionnent et encore plus cette année. Et donc, il faut aussi être à l'aise, je pense, avec les algorithmes de base. Au plus vous en connaissez, donc les algorithmes de base de compétition, au plus ça aidera, mais ce ne sera pas forcément nécessaire, d'après ce que je comprends. Et donc, il faut, balancer entre la maîtrise du langage, la maîtrise un peu algorithmique plus ou moins selon ce que vous pensez et la créativité, ce sera ça qui sera important, j'ai l'impression. D'accord. Et est-ce qu'il y a un entraînement que tu fais toi, un petit peu en amance de phase? Ou est-ce que tu essayes vraiment d'être très décontracté et de ne pas te mettre la pression, quand tu abordes ce genre de défi? C'est plus un entraînement sur le long terme, c'est continuer en continu à s'intéresser à des nouvelles choses, des algorithmes, voir différentes compétitions sur internet et différents formats. Ça permet de pouvoir s'adapter. Il y a l'entraînement au code aussi, ça c'est plus, focus un peu avant le compétition, s'entraîner à savoir écrire vite, rapidement des codes courts, mais les écrire rapidement et après juste au moment de la compétition, non, il faut y aller un peu détendu, Mmh, bien sûr, hein. On d'accord. est là pour s'amuser. Mmh. Alors, c'est vrai que, l'intitulé de cette édition, c'est «L'avenir de l'IA, c'est l'humain». Je vais vous laisser un petit peu échanger entre vous et me dire à quoi ça vous fait penser et comment vous voyez un petit peu les choses? Donc oui, effectivement, l'IA a beaucoup changé le monde du développeur. Je vais peut-être parler un petit peu après de l'impact plus singulier de l'impact de l'IA dans le contexte des compétitions de code, parce que c'est aussi un angle intéressant. Théophane pourra aussi en témoigner. Vraiment, les IA et les LLM particulièrement ont assez transformé le métier de développeur, pas tant dans l'approche globale de création de systèmes complexes ou d'architecture ou que sais-je, même si ça peut aussi aider, mais vraiment dans de la production de code très rapide, à dire, bon, bah, voilà, je sais exactement quelle fonction est-ce que je dois faire. Bon, bah, c'est bon. Je vais pas m'embêter à le taper, ou en tout cas, les LLM permettent de taper beaucoup plus vite, ce genre de choses. C'est vraiment un des exemples particuliers de, de bouleversement induit par l'IA dans le métier de dev. Dans le cadre plus spécifique des compétitions de code, et ça va nous amener, j'imagine, à une question un peu plus tard sur le nouveau choix du format. Les compétitions de code ont été profondément transformées par les arrivées des IA, notamment parce que un des items, un des éléments de mesure de performance des LLM, c'est aussi leur capacité à coder et leur capacité à résoudre des exercices d'algorithmique relativement simples, plus ou moins simples. Et en fait, on voit que maintenant, les LLM arrivent très facilement à résoudre, avec un simple copier-coller de l'énoncé, arrivent à résoudre les énoncés. Vraiment, ça change pas mal ça change pas mal la donne de ce point de vue-là. Je sais pas si Théophane, tu veux compléter soit sur le métier de dev, soit sur les compètes. Non, effectivement, pour renforcer même ça, il y a entre l'édition précédente et aujourd'hui, il y a un énorme changement. Alors que l'édition précédente, ça avait été testé, que ChatGPT n'arrivait pas du tout au niveau des meilleurs compétiteurs. Aujourd'hui, les IA, les grandes entreprises arrivent au niveau des médailles d'or sur les olympiades internationales d'informatique avec, des modèles
Et donc, entre ces deux éditions, il y a un changement de paradigme énorme. Et tout le monde utilise maintenant l'IA pour le développement, ce qui n'était pas encore le cas lors de la dernière édition. C'est vraiment un énorme changement. Ouais, et ça me permet de rebondir vraiment sur la discussion qu'on a eue avec l'organisation du MDF et des participants dont Théophane il y a quelques mois, quand on a préparé la nouvelle édition. C'était vraiment quelque chose, enfin, c'était l'éléphant au milieu de la salle qu'il fallait aborder parce que euh, à l'édition précédente, il y avait eu effectivement beaucoup de finalistes, alors pas la majorité, mais en tout cas beaucoup de finalistes qui n'étaient pas forcément des excellents développeurs de compétition, mais qui en fait avaient réussi rapidement à faire le bon copier-coller avec le bon prompt sur ChatGPT ou n'importe quel autre modèle, et qui en fait avaient réussi à se qualifier comme ça. Alors, fort heureusement, il n'y a aucun membre du top 10, aucun membre du top 10 de la finale qui avait utilisé un LLM. Ça se voyait que c'était du vrai code tapé à la main. On a aussi des outils de notre côté pour essayer un peu d'estimer si oui ou non c'est des LLM. Mais en tout cas, on avait cette question-là à résoudre. Est-ce que on l'interdisait? Est-ce qu'on interdisait la participation au MDF avec des modèles d'IA ou avec n'importe quelle autre aide extérieure? Ou est-ce qu'on changeait de format? Et donc on a fait le choix de changer de format parce que bon, la thématique étant l'IA cette année du MDF, ça aurait été un peu ridicule de l'interdire, mais quand bien même en fait on l'aurait peut-être interdit cette année, mais les années d'après en fait ça fait déjà tellement partie du quotidien du développeur que restreindre la participation et empêcher l'utilisation de cet outil, c'était revenir à interdire l'utilisation de Python et demander à tout le monde de coder un assembleur. Enfin, ça nous paraissait complètement absurde. Euh, Ça me fait penser, ouais, en fait, je m'interroge un petit peu sur comment ça peut se passer durant la compète. Voilà, est-ce qu'il faut l'utiliser tout le temps, un petit peu, faire un compromis entre l'IA qu'on aura à ma disposition et son propre code? Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Théophane, qui habite aux compétitions? Est-ce que le plus dur, c'est pas de l'utiliser, mais c'est de trouver le bon compromis? L'idée, l'utiliser l'IA comme un outil, en général, on a toujours besoin des humains quand c'est pour aborder des problèmes où l'humain va apporter des idées. J'en sais quelque chose puisque dans la recherche, on utilise l'IA pour certaines choses, notamment pour produire du code, alors même que derrière, les idées qu'on va apporter, c'est nouvelles et c'est des choses que l'IA ne saurait pas générer comme ça en écrivant du code. Et donc, ça va être la même chose. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des problèmes sur lesquels l'humain ait besoin d'apporter des nouvelles idées, quelque chose de créatif. Et l'IA peut générer du code. Donc, ce qui ne peut plus fonctionner, c'est des problèmes qui sont au final des problèmes classiques, des problèmes de BFS, de flow, etc. Parce que l'IA les a enregistrés. Ce qui peut fonctionner, c'est là où l'humain doit avoir une idée nouvelle. Et donc, effectivement, d'où le besoin de nouveaux problèmes. Oui. Est-ce que ça vous a obligé que lors de vos discussions entre vous, et quand toi, Clément, tu as commencé à réfléchir un petit peu au défi, de réorienter ou d'approfondir le niveau technique? Euh, En fait, la question du niveau technique, c'est une super question parce que c'était aussi une des options qu'on avait. Et c'était une option qu'on avait jusqu'à il y a 6 mois, je dirais, 6 mois, 1 an, de dire en fait peut-être que la solution c'est de garder le même type de format, mais de rehausser le niveau tout juste au-dessus de la barre des LLM. Mais en réalité, aujourd'hui, si on devait prendre cette approche-là, euh, ça amuserait personne parce qu'il y aurait peut-être deux, trois personnes dans la salle qui pourraient aborder ce genre de questions. Donc en fait, là-dessus, ça aurait été vraiment un concours de qui sait le mieux utiliser ChatGPT et ça aurait réellement aucun intérêt. Donc effectivement, comme disait Théophane, là, on a cherché à créer un challenge qui se base plus sur l'aspect créatif et sur l'aspect vraiment trouver des nouvelles idées, des nouvelles heuristiques pour résoudre un problème général, bien plus que connaître le bon algo et essayer de l'appliquer. C'est aussi pour ça que
là-dessus, l'utilisation des nouveaux modèles sont non seulement autorisés, mais réellement encouragés. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, c'est bien plus de mesurer la créativité des participants que leur capacité brutale à coder. Là, s'ils veulent accélérer et ne pas avoir à coder l'idée qu'ils ont, juste ils la décrivent à ChatGPT ou au chat de Mistral ou à Lama pour faire de la pub pour Théophane. Que les 10 lignes de code soient produites en une demi-seconde plutôt qu'en 20 secondes, quoi. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le format du MDF, il y a la possibilité de s'entraîner, de tester un petit peu Absolument. pour se préparer un peu. Absolument. Alors c'est tout récent, hein, on a déjà fait des premières sessions privées avec des entreprises qui souhaitaient s'entraîner ou faire des épreuves préqualificatives. Donc, c'est des formats qui étaient complètement fermés, mais depuis hier, au moment où on parle le jour de la Saint-Valentin, on a une session qualificative qu'on a utilisée en privé, qui a été ouverte au grand public. Et peut-être qu'on peut la présenter, ça va me permettre de montrer concrètement à quoi ressemble le nouveau format. Voilà, donc là sur mon écran partagé, je suis sur le site d'Isograd. Donc simplement, vous tapez Isograd Testing Services ou Isograd sur Internet. Je vais même retourner sur la page comme ça, vous verrez comment le trouver. Vous allez dans Change de code. Et dans Change de code, il y a un bouton de s'entraîner sur les change précédents. Et normalement, le premier qui ressort, c'est le change de code du Crédit Agricole qu'on a organisé il y a 2 jours. Qui était vraiment sur ce nouveau format. Alors, historiquement, on avait 3 exercices de difficulté croissante d'algorithmique, de code. Et là, on va avoir toujours une question de code et une question plus longue de ce qu'on appelle d'optimisation, qui est le nouveau format. On pourra partager les liens autour de la vidéo, je ne sais pas trop où ni comment dans la description ou que sais-je, mais on essaiera de l'intégrer. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas un souci. On enverra des liens sans aucun problème. Super. Mais sinon, en tout cas, vous avez le chemin pour y arriver. La plateforme, pour ceux qui ont participé aux éditions précédentes ou ont participé à une édition d'une compétition Isograd autre que le MDF, ne seront pas déroutés. Mais quand bien même, c'est une plateforme relativement standard où on propose un problème et où il faudra choisir son langage de programmation parmi toute une liste. Je vais choisir Python parce que c'est à peu près le seul langage que je maîtrise réellement. Où on aura un énoncé, donc on devra y répondre dans notre langage préféré et après on saura si oui ou non on peut passer à la question suivante. La spécificité des questions de code, c'est que notre code a soit la bonne réponse, soit une mauvaise réponse. Il n'y a pas d'entre-deux. Réellement, c'était ça le format historique, c'était de trouver des algorithmes, de créer un programme qui résout en moins d'1 seconde les problèmes donnés. Donc là, pour le décrire, je vais pas décrire l'intégralité du problème. Je peux un petit peu le présenter. On donne une série de nombres qui représentent des goûts d'un client qui est dans un restaurant et qui veut une bouteille de vin. On a une liste de vins à disposition, de bouteilles de vin à disposition, et il faut trouver la bouteille de vin la plus proche des goûts du client. Donc c'est un exercice qui est très simple, mais qui permet un peu de se mettre le pied à l'étrier et qui en fait va faire une transition directe avec le deuxième exercice. Donc ça c'est le premier exercice. Je vais en même temps on peut. Bon, là je vais tricher, je vais récupérer le code pour vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble quand on soumet. Et donc là, on nous dit c'est bon, on le fait passer sur différents tests de notre côté et on vous dit si oui ou non la réponse est correcte. Donc pourquoi est-ce que je fais ça aussi? Parce que si je passe sur le deuxième exercice, c'est exactement le même. Donc on va donner exactement la même chose, hein. C'est le même format d'entrée, sauf que là, la différence, c'est qu'on n'est plus obligé de proposer qu'un seul vin, mais on a le droit de faire des mélanges de vins. Donc on a le droit de proposer plusieurs
plusieurs fois une même bouteille de vin pour en fait faire des mélanges et proposer du vin qui va être encore plus proche des goûts du client. Donc là, la vraie spécificité, et Théophane pour un peu dire comment est-ce qu'on peut approcher ce genre de problème ensuite, mais là réellement, l'enjeu, c'est pas de trouver la solution optimale, parce que là, pour le coup, on s'arrange, nous, de notre côté, pour que la solution optimale soit très difficile, soit impossible à trouver. Et là, le but, c'est de trouver des idées pour se rapprocher le plus possible d'une solution optimale. Et pourquoi est-ce que j'ai copié-collé le code précédent? Parce que, en fait, dans le MDF, on s'arrange pour que le premier exercice soit une version simplifiée du deuxième exercice du problème d'optimisation, et que, normalement, si vous copiez-collez simplement le code de l'exercice 1, vous allez pouvoir marquer les premiers points sur l'exercice 2. Donc là, c'est le cas. Si on propose une seule bouteille de vin, on va quand même être relativement proche des goûts du client, même si on pourrait mélanger des vins pour être enfin un peu plus proche. Voilà en quelques mots la présentation du format global. Mais Théophane, peut-être que tu veux développer un peu sur les spécificités de l'optimisation du deuxième type de problème. Alors oui, effectivement, ce type de problème, il n'y a pas un algo simple ou classique sur lequel on va simplement pouvoir l'appliquer, trouver la solution optimale. Ici, pour approcher ce genre de problème, l'idée, c'est d'essayer déjà de se faire une intuition sur ce problème. Donc ici, on voit qu'en fait, ça va correspondre à une sorte de distance entre des vecteurs. On peut essayer de faire des exemples à la main et du coup, d'essayer d'avoir des différentes heuristiques. Est-ce qu'on va essayer de trouver des combinaisons? On peut essayer en fait différents types d'heuristiques assez simples. Est-ce qu'on va essayer juste de combiner 2 bouteilles pour voir est-ce que, avec ce type de méthode, on va pas obtenir la solution parfaite, bien sûr, mais on va obtenir déjà quelque chose qui est mieux que proposer une bouteille? Est-ce qu'on va faire, avec cette idée de combiner des bouteilles, on peut aussi commencer à se dire quelles sont les méthodes pour combiner des bouteilles? Parce qu'on peut pas essayer toutes les combinaisons et donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on choisit lesquelles? Et là, on peut commencer à faire appel à différentes, méthodes un peu classiques, un peu connues, comme par exemple la recherche, en branch and bound, peut-être des algos génétiques ou n'importe quelle chose qui nous permet de les combiner. Et donc ça, c'est des idées un peu générales, assez connues. C'est bien de les connaître, mais on peut aussi les retrouver un peu sur le tas. Et par contre, ce ne sont pas des algorithmes qui arrivent tout cuits, en fait. Il faut se dire ensuite comment est-ce qu'on va utiliser ce processus pour faire un choix entre les différentes combinaisons et en fonction de l'objectif qu'on doit optimiser. Et donc ici, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite puisqu'il y en a pas. Ouais, absolument. On voit d'ailleurs, on a vu sur les participants des sessions précédentes, et notamment sur cet exercice, qu'il y avait des approches, comme dit Théophane, en fait, très heuristiques, très avec les mains, entre guillemets, de se dire, eh ben, en fait, ce que je vais choisir au début, c'est de prendre à chaque fois une bouteille qui me rapproche un peu plus du mélange optimum. Ou de se dire, on va prendre au début 10 bouteilles aléatoires et après seulement, on va essayer d'améliorer la solution comme ça. Et en fait, ces stratégies, ces heuristiques qui sont très humaines, en fait, très créatives, qu'on cherche à mesurer, nous. Et après, en fait, le fait de se dire, je vais prendre 10 bouteilles aléatoires et après, je vais essayer de les modifier une par une, ça, en fait, le fait de l'implémenter directement, oui, c'est intéressant, mais en fait, dans la vraie vie, beaucoup de devs commencent déjà à le faire avec des LLM et dans le futur, de plus en plus, a priori. Donc là, on s'est dit, bah oui, bien sûr, cette partie-là, en fait, autant qu'elle soit accélérée par des modèles, si les devs le veulent. S'ils veulent continuer de le faire à l'ancienne, tant mieux, bah, et du point. Très, très bien. Mais merci à vous deux. En tout cas, si vous venez au MDF, n'hésitez pas à utiliser la plateforme d'entraînement pour vous faire un petit peu la main et entraîner un petit peu vos neurones. Ça ne fait jamais de mal à la base. Merci à toi Théophane, merci à toi aussi Clément de cet échange. Donc surtout, n'oubliez pas le MDF 2025, bien évidemment. Tous les détails sur le site officiel, inscription et la plateforme d'entraînement sont bien entendu disponibles. Merci de votre écoute et à très bientôt.